Je suis partie 6 jours à Malte et dans cette vidéo, je vais te donner toutes les informations essentielles pour préparer ton départ et aussi pour pendant le séjour. Dans une première partie, on va évoquer tous les points essentiels et dans une deuxième, je vais te donner mon programme détaillé pour ces 6 jours, comme ça tu auras sans doute moins de recherches à faire pour le jour où tu iras. Petite présentation pour commencer, on est sur une île qui fait à peu près 300 km², donc c'est assez petit. Et l'avantage, c'est qu'en une semaine, tu auras le temps de faire vraiment les principales activités et attractions de l'île. Il y a un demi-million d'habitants et 300 jours de soleil par an, ça nous fait vraiment plaisir. Moi, ce que j'ai apprécié avec cette île, et j'ai d'autres points de comparaison parce que j'avais fait la Sicile, Ibiza et Palma de Majorque déjà, c'est qu'on retrouve vraiment tous les paysages qui sont sympas sur une île. La partie côtière, il y a des ports, il y a vraiment des falaises et des couchers de soleil qui sont incroyables et des criques, surtout des petites criques pour se baigner. Mais il y a aussi un potentiel historique qu'on ne retrouve pas nécessairement ni à Palma de Majorque et beaucoup moins aussi à Ibiza dont l'histoire est plus récente. Au niveau de l'histoire, c'est très très riche puisqu'il y a eu des dinosaures, ensuite il y a eu des hommes, on va dire, de Cro-Magnon, du moins il y a des édifices qui sont pré-Stone Age, donc qui sont très très anciens, puis il y a eu les Égyptiens, les Phéniciens, les Grecs, les Romains, les Ostrogoths, les Vandales, il y a eu plusieurs conquêtes arabes, les Français, les Italiens, j'en oublie, les Britanniques évidemment, et même là, j'ai pas été exhaustive. Donc ce qui est vraiment canon dans cette île, c'est qu'il y a un mix de culture qui est énorme. À la fois, ça ressemble à d'autres choses qui ont déjà été vues sur d'autres endroits, à la fois, c'est aussi unique. Donc niveau histoire, niveau culturel, il y a largement de quoi faire jusqu'au moment où le pays va avoir son indépendance en 1964 et va rentrer dans l'Union européenne en 2004 et adopter l'euro en 2008. Au niveau de la langue, 94% de la population parle anglais et c'est pas plus mal parce que le maltais, c'est pas évident de le comprendre. Le maltais en gros c'est 60% d'arabe, 20% d'italien et le reste un peu un mix de tout. J'ai essayé d'écouter des conversations en maltais, j'ai pas réussi à comprendre vraiment grand chose, mais l'avantage vraiment c'est que c'est facile puisque tout le monde parle anglais, puis en plus c'est pas des anglais natifs, donc ils parlent anglais avec une diction assez facile, c'est pas comme parler anglais avec un irlandais, avec un anglais ou avec un américain, c'est vraiment très facile de communiquer. Pour qui Pour moi c'est vraiment une destination en solo, en couple, en famille, entre amis, il n'y a pas de spécificité, je pense que tout le monde peut vraiment y trouver son bonheur. Niveau sécurité ambiance, c'est top. Vraiment, moi j'y suis allée seule, j'ai jamais senti une insécurité et au niveau ambiance, les gens sont très 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 cool, parfois un peu trop, surtout pour ce qui est conduite. Alors, non attends, j'en parle juste après dans les transports. Quand? Déjà quand? Je suis un petit peu mon plan, sinon ça va partir dans tous les sens. Je te déconseille vivement, mais vraiment vivement, de partir en juillet ou en août. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, je suis partie en février, tout début février. Déjà, j'ai pas eu des facilités à me garer tout le temps partout. Dans l'ensemble, c'était pas trop compliqué, mais c'était pas non plus trop simple. Et il y a plein de musées où tu vois qu'il y a la place pour une dizaine, une quinzaine de voitures, voire pas de place du tout. Donc je me rends compte en fait que l'île doit être absolument invivable l'été et c'est aussi un peu les témoignages que j'avais entendus. Je pense qu'on peut y aller à tout moment de l'année. Là, moi où j'étais contente en février, c'est que tu vois, à Toulouse, il fait gris. Il fait 14 degrés, mais il n'y a pas de soleil, donc tu les sens bien les 14 degrés, alors que là-bas, officiellement, l'après-midi il faisait 17 degrés, sauf que en plein soleil, j'avais parfois du mal à supporter un t-shirt à manches longues. Donc je pense que peu importe où tu vis en France, de toute façon, tu gagnes en soleil, tu vas chercher du soleil là-bas. Et en plus, en juillet-août, il y a pas mal de touristes qui ont dit que c'était invivable, et par le nombre de personnes qui y a présentes sur l'île, et aussi par les températures. Donc moi, je te conseille vraiment d'y aller hors saison. Au niveau logement, donc moi j'ai hésité entre prendre un hôtel, il y en avait autour de 60-80 euros la nuit, ou un Airbnb, et c'est vrai que je me suis dit que le soir j'allais sans doute être crevée, que j'allais préférer rester tranquille et manger sur place, pas ressortir au resto. Donc j'ai choisi un Airbnb que j'ai payé 35 euros la nuit à peu près, avec les frais Airbnb un tout petit peu plus, mais en gros, en tout et pour tout, je m'en suis tirée pour moins de 200 euros pour les 6 jours, donc c'était vraiment vraiment canon. Le Airbnb était super sympa, il y avait un petit escalier pour rentrer, une cuisine équipée, salle de bain, chambre, un canapé très très bien, une télé alors qui n'était pas reliée à la télé mais il y avait YouTube donc c'était sympa aussi, et un toit terrasse plutôt sympathique. Alors
L'isolation phonique à Malte, en tout cas, c'est jamais très ouf, donc je te conseillerais de partir avec des boules caisses, voire même avec un masque pour dormir la nuit, parce qu'il n'y a pas de volet et ils n'ont pas compensé non plus avec des rideaux occultants. Et j'ai vu quelques commentaires aussi qui disaient que les gens n'avaient pas spécialement bien dormi, donc boules caisses et petit masque de nuit, je te le conseille vivement. Ce que je te conseille aussi, puisque ça a été une colonie anglaise, ils conduisent à gauche et ils ont aussi des prises anglaises, donc pense à te munir d'un adaptateur. Au niveau transport, on a 3 solutions. Le bus, il y a des cartes à 26,50 € pour la semaine, sinon c'est 2,50 € la journée, 3 € la nuit. Donc à la fois c'est bien, à la fois moi je pense que vu le nombre de trajets que j'ai fait, ça m'aurait au final coûté plus cher si je les avais fait en trajet unique en bus. 26,50 €, moi en tout et pour tout, la location de la voiture, plus l'essence, j'en ai eu pour 63 €. 43 € de voiture, 20 € d'essence. L'essence est moins chère là-bas. J'en ai eu pour pas cher de voiture pour plusieurs raisons. Un, on est hors saison. De deux, attention, il y a énormément de gens qui se font avoir. Quand tu loues une voiture, il y a marqué qu'il faut venir avec une carte de crédit. Et nous, Français, on pense qu'on a des cartes de crédit. Mais on n'a pas des cartes de crédit, on a des cartes de débit. Moi, j'ai une American Express que j'ai pris à la base exprès pour les locations de voitures parce qu'un jour, avec un ex-conjoint, on s'est fait avoir et on a dû payer 400 € de plus pour avoir leur assurance puisqu'ils ne pouvaient pas débiter la caution sur une carte de débit. Bref, American Express, je croyais que c'était une carte de riche, mais en fait non. D'une, elle est gratuite la première année. De deux, elle te rembourse ton abonnement Amazon Prime à 7 € par mois. Et de trois, elle te permet de pouvoir louer une voiture sans payer hyper cher l'assurance qui n'est pas débitable sur une carte de crédit. Donc tu laisses une empreinte de carte pour 1500 €. Enfin là c'était 1500 mais ça peut être plus, ça peut être moins, souvent c'est plutôt plus. Sauf que American Express, si tu as le moindre dommage avec ta voiture au-delà de 150 km plus loin, au-delà de chez toi, ils te prennent une franchise de 150 €, peu importe le montant des réparations. Donc, je sais que c'est un peu compliqué à faire comme calcul, mais à la fin, on s'y retrouve. Je te mettrai un lien en description, va voir sur American Express, fais-toi ton propre avis. En tout cas, si tu as l'habitude de voyager, moi je te conseille vraiment d'avoir cette carte. Et au demeurant, j'ai eu un souci sur ma carte une fois, donc j'ai pas eu de carte le temps qu'on m'en renvoie une. J'étais bien contente d'avoir une seconde carte. Troisième solution, assez développée là-bas, Bolt, B-O-L-T, c'est des taxis tout simplement. Alors là, il y en avait beaucoup qui circulaient. Je me demande si en haute saison, il y en a autant de disponibles, mais j'ai vu des témoignages de personnes qui disaient que certes, c'était un peu plus cher le taxi, mais qu'au final, c'était par rapport à la flexibilité que ça amenait par rapport au bus, c'était quand même pas mal. Moi, je reste sur la voiture. Attention, premier jour de voiture de conduite à gauche. C'est un peu particulier. Déjà, tu récupères ta ceinture à droite et non pas à gauche. Tu passes les vitesses avec la main gauche. Donc, si comme moi, déjà de base, t'es droitier, c'est un peu compliqué. En plus, la boîte de la Toyota Aygo, elle est pas super flex. Les pédales sont dans le bon sens, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est très étrange, notamment la première fois que tu vas prendre un rond-point à l'envers. Il y a quelque chose dans ta tête qui te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il y a un gars qui va arriver en face. La première journée de conduite à gauche, c'est très spécial. Cependant, ce qui est quand même super cool, c'est qu'ils conduisent à l'italienne. Ça veut dire que si tu fais une connerie, ils te pouettent. Je dis ils te pouettent parce que c'est pas ils klaxonnent comme les Français, comme des gros putois, hein. C'est pas on sort, on va se taper. Non, non, là-bas c'est pouette en fait, c'est fais gaffe. Et je trouve ça assez bien comme mode de conduite parce qu'au lieu de respecter à la lettre le code de la route et de s'énerver gravement quand quelqu'un ne le respecte pas, ils observent ce qui se passe autour. Et de ce fait, je trouve qu'au final, la conduite est très fluide. Ça peut paraître un peu flippant pour nous au départ parce que ça fait beaucoup d'informations, mais au final, je m'y retrouve. Donc niveau budget, j'étais sur pas tout à fait 200 € en logement, 35 € de billets d'avion. Du lundi, j'ai départ 6 h du matin, arrivé 8 h 15, il y a 2 h 15 de vol de Toulouse, repartir le vendredi. 63 € de voiture et de essence. 60 € d'entrée à divers musées, activités, etc. Et 150 € de nourriture, petits souvenirs, etc., etc. Donc ça m'a fait un budget global de 500 €. Au niveau nourriture, il faut savoir que moi, comme je te disais, je suis pas allée au resto le soir. Je suis allée dans un Lidl. C'était très très bien et je me suis cuisiné des trucs. Donc évidemment, si tu fais resto midi et soir, ton budget sera supérieur, c'est logique. Attention aussi à autre chose, l'eau n'est pas potable. L'eau est dessalée, mais elle n'est pas potable, donc il ne faut pas boire l'eau du robinet. Normalement, si tu loues un Airbnb, ils ont pensé à te laisser des bouteilles d'eau à disposition, mais ne bois pas l'eau du robinet. Ça va pour se brosser les dents, mais c'est tout.
Et avant de passer au programme, petit fun fact, donc il y a des édifices qui sont plus vieux que les pyramides, d'ailleurs ils savent pas exactement à quoi ça servait. Il y a autant d'églises que de jours dans l'année, donc 365 églises, on est sur une population qui est à 98% catholique d'après les recensements. Il y a des bizarreries, c'est un pays qui est LGBT friendly, donc des fois tu vas dans les musées, tu as le truc du musée avec le drapeau LGBT derrière. Par contre l'avortement n'est pas autorisé, donc il y a un petit peu des fois des divergences comme ça. Ils ont une équipe de rugby et Malte a servi pour le tournage de Game of Thrones 3, Gladiator, World War Z et Assassin's Creed. Voilà. Passons désormais au programme sur les 6 jours. Donc premier jour, j'ai atterri à l'aéroport de La Valette et je décide de faire clairement La Valette parce que paraît-il que c'est une très 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 belle capitale. Autant en Sicile, Palerme, c'est pas du tout une belle capitale, c'est même plutôt à éviter, c'est assez horrible. Autant là, La Valette, j'y ai passé la journée à déambuler dans les rues, à manger des glaces, à me poser aux terrasses de café, à regarder les gens passer. Je trouve que c'est majestueux. Donc on est sur une grande partie sur des remparts, hein, sur une forteresse qui était à l'époque une forteresse. La pierre est magnifique, la vue est magnifique, il y a des jardins, il y a des petites ruelles qui sont charmantes du début à la fin en passant par le milieu. Il y a des restaurants dans la rue principale, il y a des petites boutiques, il y a des gens qui jouent de la guitare dans la rue, il y a des gens qui se promènent. Et en plus, moi, j'y suis allée un dimanche. Donc ah oui, non, j'ai dit que je suis partie du lundi au vendredi. Non, je suis partie du dimanche au vendredi, pardon. Et donc, il y avait des messes. Donc, il y avait plein de Maltais qui étaient endimanchés. Et il y avait les sorties de messe. Donc, déjà, je trouve que commencer par La Valette, si tu veux en avoir plein les yeux, dès le premier jour, là, t'es sûr d'y aller. Te fais pas surprendre par les canons. Si t'es à La Valette, à midi et à 16h tous les jours, ils tirent les canons, donc ça fait une grosse détonation. Clairement, il n'y a que les touristes qui se demandent ce qui se passe. Les Maltais, ils sont habitués et ils nous regardent en rigolant. J'ai trouvé ça assez fun. L'architecture est complètement dingue et c'est là aussi que je trouve que ça change beaucoup de la Sicile. La Sicile, il y a des endroits, comme à Malte, hein, à certains endroits où les bâtiments sont abandonnés, mais ils sont systématiquement rénovés ou alors rénovés dans le style. Alors qu'en Sicile, ils abandonnaient leurs magnifiques bâtiments et à côté, ils construisaient des immeubles, des HLM vraiment moches. Et les Maltais, on dirait qu'ils tiennent vraiment à leur architecture. Donc je trouve ça plutôt cool parce qu'il y a vraiment un cachet de dingue. Ça ne demande qu'à être rénové. Donc La Valette, pour moi, c'est une journée entière. Deuxième jour, je vais à Saint-Julien, donc c'est une petite ville portuaire. Je suis pas spécialement fan de port ni de bateaux, mais il y a une petite spécificité sur... déjà leurs bateaux ont des couleurs qui sont très chatoyantes, c'est sympa. Il y a les yeux d'Osiris sur l'avant du bateau, et c'est un endroit aussi où c'est sympa de se balader, et puis de prendre soit un brunch, soit de manger un petit plateau de fruits de mer ou un petit poisson. Ensuite, je suis passée au milieu de l'île, j'ai fait la ville fortifiée de Mdina. Donc il y a une cathédrale qui est incroyable et un musée aussi qui est très 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 bien. En parlant des musées, ce qui est cool, c'est que toujours, tu sais, tu as des plaques de plexiglas là, et tu as un petit QR code, et grâce à ce QR code, tu vas pouvoir avoir la visite dans ta langue. Et partout dans le musée, tu as un petit logo de casque audio avec marqué 1, 2, 3, 4, tous les chiffres, et toi, tu n'as plus que sur ton téléphone à venir cliquer sur le bon numéro, et tu as toute la visite dans ta langue. Tant mieux, parce que je sais pas si tu es comme moi, autant tu sais communiquer en anglais, hein, autant... Le vocabulaire technique, c'est un peu compliqué. Le vocabulaire géographique, géologique, historique, t'es bien content de l'avoir dans ta langue. Mdina, clairement, une demi-journée de visite environ, et je suis contente d'y être arrivée le matin, parce que sur les coups de 14h, il y a des gros bus de touristes qui sont arrivés, donc c'est pareil, ils ont bien fait leur coup, que ce soit à La Valette ou à Mdina. Il y a vraiment des endroits qui sont faits pour que les bus circulent, où les voitures peuvent pas aller, et quand je vois déjà le nombre de bus qu'il y avait en février, je me dis que voyager hors saison, c'est vraiment pas du luxe. Juste à côté de Mdina, il y a une ville qui s'appelle Rabat. C'est vraiment collé, hein, tu te regardes pas, tu laisses ta voiture là où elle est. La ville de Rabat est pas sympa en soi, il n'y a pas de place pour prendre un café, les ruelles sont pas spécialement jolies, donc ça vaut pas le coup de traîner dans la ville. En revanche, ce qui est un point d'intérêt parmi d'autres, c'est les catacombes. Donc évidemment, d'un point de vue historique, il y a plein de choses qui sont intéressantes à découvrir sur l'histoire, sur les coutumes, sur la géologie, sur comment ça s'est forgé, sur qui est venu peupler, etc.
Ces catacombes, moi ce que j'ai trouvé, on va dire un tout petit peu dommage, c'est que une fois que tu en as visité une, tu les as toutes visitées. Mais ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'on puisse les visiter parce qu'il y a certains endroits, donc c'est aménagé pour que tu puisses y aller, mais en haut de chaque catacombe, tu as un petit panneau qui te dit, bah, genre minimum, tu auras 40 centimètres et 1,50 m. Donc tu tiens pas nécessairement debout partout. Et je trouve ça cool parce qu'en France, on ne te laissera. Il y a tellement de normes qu'on te laisserait pas visiter des choses où il n'y a pas des normes assez lourdes. Alors que vraiment, l'impression que ça m'a donné à Malte, c'est qu'il y a cette envie de faire découvrir aux gens. On part du principe, bon voilà, quand le plafond est bas, on te marque attention à ta tête. Quand il y a une marche, on te marque attention à la marche. Mais tu as vraiment la possibilité d'aller dans des endroits qui sont pas évidents. Et du coup, je trouve que ça amène beaucoup d'authenticité et c'est rigolo. Pour aller d'une catacombe à un autre, tu te balades dans des jardins, tu te balades toujours en fait, c'est vert. Je comprends pas comment avec 300 jours de soleil par an et donc aussi peu de pluie, ils arrivent à avoir une nature aussi belle, aussi verte. C'était peut-être aussi dû au mois de février, peut-être qu'en été ça crame et que c'est beaucoup plus sec, mais je trouve que la nature est magnifique. Il y a comme en Sicile des figues de Barbarie partout, il y a des citronniers, il y a des orangers, t'as juste à cueillir des oranges si t'as envie d'en manger, donc c'est ce côté nature et ces paysages et cette pierre, enfin moi je trouve ça vraiment magnifique. Pour finir ma journée, je suis allée au niveau des falaises de Dingley. Alors évidemment, le soleil se couchant à 17h30, mes journées étaient assez courtes. Donc j'ai vu ce coucher de soleil, il a été sur les coups des 17h30. Et c'est pour ça que je te dis que pour moi, 6 jours, c'est suffisant. Parce que si tu pars un peu plus vers avril, mai, juin, tu auras des jours qui vont finir à 21h30. Donc déjà, tu auras 3-4 heures de plus que moi dans ta journée. Donc moi qui n'ai pas fait par exemple de journée plage, hein, puisque la température de l'eau ne le justifiait pas, toi tu vas pouvoir, dans le même espace-temps, donc 6 jours, pouvoir intégrer ça à ton planning si tu voyages à un moment où il y a plus de luminosité. Jour numéro 3, je vais sur la petite île de Gozo. Donc il y a Malte, il y a Gozo et il y a Comino. Comino, je la ferai pas. C'est clairement à faire si tu y vas un peu plus en saison, mais les excursions durent nécessairement 7 heures. Alors 7 heures quand tu vas en bateau à Comino et que tu vas te baigner, c'est sympa. Mais 7 heures, si c'est juste pour voir des belles îles et de l'eau turquoise, c'est un peu long. Donc au final, je n'ai pas fait Comino, mais j'ai fait Gozo. Ce qui est cool avec Gozo, c'est que le ferry, si tu embarques en tant que piéton, c'est pas tout à fait 5 euros. Après, bah, voilà, il faut se déplacer sur Gozo, donc après tu as plein de choses, hein, des vélos électriques, des trottinettes, comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, là, le truc, je le marquerai en post-prod, j'aurais retrouvé d'ici là. Mais moi j'ai décidé de prendre la voiture, ça m'a coûté 15 euros l'aller-retour. Alors ce qui est rigolo, c'est que l'aller, tu montes sur le bateau, tu ne payes rien, et c'est au retour où tu as une sorte de barrière de péage où au final tu payes. Donc si en fait tu veux juste importer une voiture à Gozo, tu payes pas. Voilà. Donc ça c'était cool parce que en général, voilà, les entrées, les visites sont pas chères, les choses sont assez simples. Je trouve que tout est fait pour faciliter la vie alors des Maltais et ou des touristes. L'île de Gozo, super sympa. Donc j'ai commencé par alors Rabat, mais pas le même Rabat que celui de la veille. Le Rabat de Gozo qui s'appelle aussi Saint-Victoria. Pour pas le confondre et en hommage à la reine Victoria qui a fait je sais plus trop quoi là. J'ai visité la citadelle, qui est incroyablement magnifique, une fois de plus, peu importe où tu regardes, c'est beau, c'est de la belle pierre, c'est de la nature, c'est majestueux, et quand tu vois la taille des pierres, que tu imagines combien de tonnes ça pèse, tu te dis, mais comment ils ont réussi un tour de force pareil? Enfin, moi, ça me fait quelque chose. Je suis allée voir donc la citadelle, tu y passes quelques heures. Ensuite, Talmix Cave, c'est un des points d'intérêt qui est donné. C'est vrai que c'est assez sympathique. Mais pareil, quand tu vois combien il y a de personnes en février, je me dis que je suis bien contente d'avoir voyagé hors saison. Et j'ai décidé de rester sur la côte Est. J'ai visité plusieurs salines. Donc sur la côte Est, il y en a 4 ou 5. Donc là, au choix de chacun. Et ensuite, ce petit endroit qui s'appelle Inland Sea, où tu as un bout de mer qui est rentré dans la terre et la journée tu peux prendre un petit bateau qui va te faire rentrer dans la grotte et puis tu vas atterrir sur la mer. Moi j'arrive à ce moment-là, il est déjà 17h, 17h30, on ferme boutique donc je me prends une gaufre Nutella et je regarde le coucher de soleil et c'est déjà très bien. Jour numéro 4, un point vraiment que j'avais super envie de faire, c'était les sites archéologiques de Agar Kim et je vais y arriver, Najdra. Alors, si tu es dyslexique,
Essaye même pas de prononcer les noms. Je te l'ai dit, c'est 60% d'arabe, c'est vraiment pas une langue de dyslexique. C'est super compliqué. Ce qui est intéressant avec ces sites archéologiques, c'est quoi? C'est qu'on retrouve des animaux préhistoriques. Grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a très 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 longtemps, il y avait des animaux préhistoriques et surtout il y avait beaucoup moins de mers qu'aujourd'hui. Et puis les animaux ils se baladaient en Italie et en Sicile, à Malte, qui à l'époque n'était pas une île. Et puis il y avait des animaux qui se sont retrouvés à Malte et il y a eu un grand déluge qui a duré 1000 ans, enfin ou plusieurs milliers d'années. Et donc les eaux ont monté et Malte est devenue une île comme la Sicile est devenue une île. Et ce qui est super rigolo, c'est que les animaux qui se sont retrouvés sur Malte avaient une certaine taille. Sauf qu'ils se sont retrouvés sur une toute petite île, donc au fur et à mesure des générations, leur taille a diminué. Et dans l'histoire de la génétique, il y a le gigantisme, donc les animaux qui deviennent géants quand il y a beaucoup de ressources, et le nanisme quand il n'y a pas beaucoup de ressources. Et tu as exposé des squelettes d'éléphants qui font 90 cm au garrot. Il faut savoir qu'un poney, ça fait environ 1,30 m. Donc imagine un éléphant plus petit qu'un poney. C'est assez rigolo. Donc il y a cette particularité-là sur cette île, et tout ça, ça a été retrouvé dans une cave. La cave a été creusée à la base par des os, enfin beaucoup d'eau, et ensuite il y a les squelettes des animaux qui sont tombés dans la cave, et cette cave a une histoire assez importante, puisqu'il y a pas mal d'archéologues qui ont fait des découvertes au fur et à mesure, et aujourd'hui, je dis cave parce que là ça s'appelle cave, la grotte se visite, et c'est assez sympa. J'aime bien ce côté millénaire en fait de l'île. L'histoire est complètement dingue parce qu'il y a une richesse d'histoire de très 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 longtemps avant nous jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, je suis allée visiter l'aquarium. L'aquarium était sympa, mais il n'était pas aussi bien que celui de Porto. Celui de Porto, en fait, a un énorme cylindre, et tout au long de la visite, tu vois le cylindre sur différentes facettes. Il est vraiment plus majestueux. Celui-là, il est bien, mais je ne l'ai pas trouvé vraiment dingue. Et puis en plus, j'y suis allée du coup un mercredi après-midi, c'était gavé de gosses. Et le truc, c'est que les aquariums, ça résonne énormément. Donc, c'était un peu casse-pied à mon goût, mais je suis super sympa d'avoir vu plein de petits poissons et plein de petites choses aquatiques, puisque clairement, c'était pas la saison d'aller regarder dans la mer. Donc, j'étais quand même contente de pouvoir voir des espèces marines. Pour finir, je découvre Sliema et je suis assez contente de découvrir cette ville parce que jusque-là, je vois vraiment des villes qui sont hyper typiques. Mais le soir, j'ai envie de me promener, de marcher, de manger une glace, et c'est vrai que on est sur des villes qui sont tellement typiques qu'elles ne sont pas du tout touristiques. Et en fait, Sliema, c'est une ville où de loin déjà, tu vois qu'il y a des buildings, genre quartier d'affaires. Tu vois que c'est là où se passe la vie, enfin surtout beaucoup de travail. Il y a plus de travail à Sliema qu'à La Valette. Donc c'est vraiment un centre névralgique des actifs, on va dire. Et c'est vrai que il y a le port d'un côté et il y a toute une sorte de promenade des Anglais où tu as des petits restos, des petits bistrots, des choses qui sont assez sympathiques. Et c'est là que enfin je découvre la fameuse spécialité, le pastissi. Donc le pastissi, petite pâte feuilletée, fourré au petit pois ou à la ricotta, je préfère 10 fois celui à la ricotta, et le truc vaut 50 centimes. Donc franchement, là tu vois, j'en mange un, mais j'en ai mangé 4. Ah, je me rends compte que j'ai inversé un truc. Je t'ai parlé du Gardamlam Cave alors que je l'ai fait sur le jour 5. Bon, c'est pas grave, on inverse. Du coup, je te parle des sites archéologiques. Donc cette fois-ci, Agarkim et Mdajdra. Donc c'est des sites archéologiques qui datent de moins 4000 avant Jésus-Christ, donc avant même que l'île soit même pas colonisée, puisqu'il n'y avait personne à ce moment-là, soit découverte par les Égyptiens. Donc ils savent pas exactement à quoi servaient ces édifices. Mais ça devait être de toute évidence très très important. Ils voient que niveau astrologique, il y avait déjà des choses qui étaient connues à l'époque. C'était censé être peut-être un peu des lieux de culte. Une chose est sûre, c'est que c'était sans doute très très important pour les populations qui existaient là à l'époque, parce qu'il n'y a pas de traces d'habitation, donc on peut penser qu'ils avaient des habitations en bois, mais cette partie-là, ils l'ont fait en pierre parce qu'il fallait que ça reste très très longtemps. Enfin, apparemment, voilà, c'était un lieu de culte, un lieu de réunion, un lieu où il se passait peut-être des cérémonies. Et un peu plus tard, ils ont découvert que il y avait une érosion de la pierre à cause des conditions météorologiques, mais surtout des pluies. Donc ils ont décidé de mettre des grandes toiles comme de cirque par-dessus pour préserver le site. Donc là c'est pareil, j'ai vu des gens qui par contre qui étaient en poussette, qui galéraient.
Nous, en France, on a des normes de partout, donc tout est accessible aux poussettes, aux handicapés, à tout ce que tu veux. Là-bas, c'est vraiment beaucoup plus nature. Donc moi, j'y suis partie avec une paire de baskets et c'est clairement ce qu'il fallait. Ne pars pas avec une jolie petite paire de chaussures en cuir, peu importe où tu vas, il va falloir parfois un petit peu crapahuter. Donc maintenant que j'ai fait mon inversion, je peux repartir sur Saint-Peter's Pool. C'est un spot parmi tant d'autres. Enfin parmi tant d'autres, je dis ça comme si j'étais blasée, c'est horrible. Il y a des criques partout. Clairement, si tu veux passer 2 semaines sur l'île, tu pourras toutes les faire. Si tu passes une semaine sur l'île, à un moment donné, il va falloir faire des choix. La Saint-Peter's Pool, je la trouve très très sympathique. Déjà sur Google Images, je l'avais trouvée sympathique et je suis assez contente d'y être allée. La mer est déchaînée, il y a des inscriptions, je sais pas exactement ce que c'est. Hein. S'il y a quoi que ce soit que tu sais, que je ne sais pas, tu me le mets en commentaire, comme ça servira à tout le monde en même temps. J'ai passé un petit moment, c'était super cool. Et ensuite, je vais sur Marsaxlokk. J'ai réussi à le dire bien, c'est la première fois. On est encore sur un port, c'est charmant, c'est propre, c'est bien aménagé. Il y a des bancs pour s'asseoir, il y a des gens qui sont là, qui discutent, il y a des vieux qui regardent l'horizon. C'est très apaisant. Je trouve que le pays, en règle générale, est très apaisant. Ensuite, je décide d'aller faire des petits urbex. Donc, je vais visiter le Saint-Philippe's Hôpital, qui est un hôpital désaffecté. Je vais pas te les mettre 10 000 images parce que il y a une vidéo complète qui a été faite dessus. Donc, je te mets la vidéo en description si t'es un peu plus fan d'urbex. Moi, j'avais juste la lumière de mon téléphone, donc j'ai pas non plus trop pu aller loin dans mon exploration. Donc, je te mettrai voilà, cette vidéo-là. Et ensuite, urbex plus normal hein, qui se visite, hein, parce qu'il y a des gens qui font leur footing, il y a des gens qui font du vélo, il y a des groupes de jeunes qui sont posés là, qui écoutent de la musique. White Rocks. Donc là, c'est un village abandonné où il y a beaucoup d'artistes taggers qui sont venus du coup faire des œuvres sur cette partie-là. Et c'est encore là que c'est fou, c'est que le site est totalement accessible. Et il n'y a aucune sécurité, ça veut dire que tu montes, il y a plus les barrières, les garde-corps au niveau des terrasses. Enfin, pareil, tu crapahutes et je trouve ça super cool parce qu'en France, c'est plus compliqué d'aller visiter ce genre d'endroit. Donc cool. Et quand je te parlais de sécurité, pareil, hein, on est sur un lieu qui a un peu une ambiance bizarre puisque c'est désaffecté. Moi, j'étais toute seule. À aucun moment, j'ai senti qu'il y avait un problème. Donc voilà, vraiment Malte, c'est zen. Et comme il me restait une petite heure avant le coucher de la nuit, je me suis dit je vais retourner à Sliema, je vais remanger des pastilles. Je me suis offert une petite glace, j'ai un peu déambulé, j'ai fait 3 petites emplettes pour ramener des cadeaux à droite à gauche, je me suis acheté une écharpe, bref. J'ai un peu fait ma vie de touriste tranquillement. Et on arrive au jour 6. Alors, le jour 6. Officiellement, j'avais réservé un Airbnb spa. Parce que autant j'aime bien cavaler toute la journée, autant je trouve que les vacances, ça doit aussi être de la détente. Et là, comme j'avais pas la possibilité d'aller à la plage parce que le temps ne s'y prêtait pas, enfin la saison ne s'y prêtait pas, je m'étais dit, dernier jour, je passe ma journée au spa. Sauf que dans ce Airbnb spa, il n'y avait pas de spa. Voilà, tout simplement. Mais ça, c'est vraiment les joies d'Airbnb. Je crois que 50%, voire 70% du temps où je loue des Airbnb, il y a des problèmes. Et quand tu demandes un remboursement, tu l'as toujours dans l'os. Et c'est pour ça que j'ai tendance aussi à privilégier les hôtels en vacances, parce qu'en hôtel, le service est impeccable, t'as jamais aucun problème. Airbnb, c'est toujours un peu casse-pied. Là, typiquement, mon code de porte d'entrée ne fonctionnait pas, donc il a fallu quand même un petit peu insister pour réussir à avoir le propriétaire qui parlait anglais, enfin le locataire, parce que à Malte, en fait, c'est pas nécessairement les propriétaires qui ont le Airbnb, ils sous-louent et ça fonctionne. Donc voilà, c'est ce que le gars m'a expliqué. Il avait dit qu'il y avait une cafetière Nespresso, donc je suis arrivée avec des capsules, il n'y avait pas de cafetière Nespresso. Évidemment, le Airbnb correspondait à peu près aux photos, mais il y avait quand même 2-3 petits points, voilà. Bon, je trouve, et puis il n'y avait pas de sel, il n'y avait pas de poivre. Bon, je trouve quand même, quand tu as une cuisine tout équipée avec un four, plaque, tout ce que tu veux, laisse du sel, laisse du poivre. Je suis allée chez Lidl acheter 1 kilo de sel pour 25 centimes. T'aurais pu le faire à ma place, ce cher locataire de Airbnb. Donc ce dernier jour, je ne sais pas vraiment quoi faire. Je demande un petit peu à ChatGPT de m'aider à trouver un programme. Et le programme est pas dingue. Je lui dis, est-ce qu'il n'y a pas un programme, quelque chose qui aura un rapport aussi un peu avec la France? Le seul truc qui me trouve, c'est le cimetière de la Valette, parce qu'il y a des soldats français qui sont enterrés là-bas, et parce que ça a été inauguré par François Hollande, et qu'il y a une des rares, très très rares églises néo-gothiques. Donc en fait des églises qui ressemblent aux nôtres. Autant les églises de Malte d'extérieur sont hyper, on va dire, simples, autant les nôtres sont très 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 décorées. Et bon voilà, j'y suis allée, j'ai fait la photo. Note bien où t'as mis ta voiture parce que le truc est immense. Mais bon, c'est un petit peu glauque dans l'ensemble, donc bof.
Ensuite, j'ai décidé d'aller faire les trois îles, ça s'appelle comme ça, les trois cités. Les trois cités, alors c'est vrai que de La Valette, on voit les trois cités et ça paraît très très sympa. Quand t'es aux trois cités, franchement, il y a des petites rues qui sont mignonnes, mais par rapport à La Valette, ça arrive pas à la cheville. J'ai pas trouvé trop de restos, j'ai pas trouvé trop de petites boutiques, de choses où tu peux déambuler. Donc à la fin de la matinée, je me dis, bon, le programme était pas dingue, on va tout simplement retourner à La Valette et en me perdant dans les rues, alors attention, toujours mettre un petit point là où tu as garé ta voiture, hein, c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire, à moins que tu aies un sens de l'orientation incroyable. Je suis retournée à La Valette et j'ai passé ma dernière après-midi à déambuler, à regarder les petits spectacles de rue, à être posée dans des cafés et puis à faire le tour des forteresses, à retourner au jardin, bref, dernière journée assez tranquille. Et puis voilà. Avec tout ça, je pense, une page de notes entière que j'ai sans doute tout dit, mais peut-être pas. Donc si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire. N'hésite pas aussi à me faire part de tes retours d'expérience. Moi, je te parle de mon expérience sur une semaine, mais tu en as sans doute eu d'autres. Donc franchement, je serais très 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 contente que tu puisses aussi me donner d'autres infos et d'autres infos aux personnes qui voudront voyager. Et puis sur ce, il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée. Allez, ciao!